Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le déraillement d'un train au Cameroun. Des dizaines de personnes ont été tuées, plus de 300 blessés. Le train effectuait la liaison entre Yaoundé, la capitale, et le port de Douala. Les rames étaient bondées en raison de l'interruption du trafic routier entre les deux villes due à l'effondrement d'un pont. L'Afrique du Sud annonce son retrait de la Cour pénale internationale, conséquence de la polémique causée par son refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir sous mandat d'arrêt lors de sa visite dans le pays en 2015. C'est le deuxième pays africain à prendre une telle décision alors que cette cour est de plus en plus contestée. Et puis les forces de sécurité congolaises pointées du doigt par l'ONU. Dans son rapport, l'organisation explique qu'elles sont responsables de la plupart des violations des droits de l'homme commises lors des violences meurtrières des 19 et 20 septembre à Kinshasa. Et direction tout de suite le Cameroun. Un train bondé de passagers a déraillé près de la gare d'Ezeka, située à 120 km à l'ouest de la capitale. Selon le ministère des Transports, des dizaines de personnes ont été tuées, plus de 300 blessés. Un grand nombre de voyageurs s'étaient repliés sur ce moyen de transport car impossible de prendre la route. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un pont situé sur l'un des principaux axes routiers du pays s'est effondré suite à de fortes pluies. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. C'est un accident qui s'est donc produit à Ezeka, une localité située à environ une centaine de kilomètres de la capitale camerounaise, à la mi-journée. C'est un train visiblement surchargé qui avait quitté la capitale camerounaise quelques heures plus tôt. Les témoins parlent de milliers de personnes qui se bousculaient à la gare pour acheter un billet. Le ministre des Transports, Edgar Alain Zongo, a d'ailleurs lui-même indiqué qu'il avait instruit Camrail, la compagnie ferroviaire nationale, de renforcer ses capacités pour faire, vous le disiez, à la coupure à Yaoundé-Douala depuis ce matin. Les secours se sont donc déportés sur le lieu de cet accident, où on dénombre également de nombreux blessés qui ont été transportés dans les hôpitaux environnants, ce qui voudrait dire que le bilan pourrait encore s'alourdir. L'Afrique du Sud a donc pris sa décision. Elle va se retirer de la Cour pénale internationale. Cette annonce fait suite à la controverse provoquée en 2015 par le refus de Pretoria d'arrêter le président soudanais el-Béchir alors qu'il était en visite dans le pays. Un nouveau coup dur pour la CPI. Non seulement l'Afrique du Sud est le deuxième pays après le Burundi à déclarer son retrait, mais l'organe est également de plus en plus critiqué par de nombreux pays africains. Il lui reproche de concentrer essentiellement ses efforts sur l'Afrique. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. La décision de quitter la Cour pénale internationale n'est pas vraiment une surprise. Ici, en Afrique du Sud, plusieurs membres du gouvernement s'étaient déjà exprimés à ce sujet. Le raisonnement est clair. Pretoria a des engagements vis-à-vis de l'Union africaine qui sont souvent en contradiction avec les décisions prises par la Cour pénale internationale. Et on prend l'exemple du Soudan. Si le président Jacob Zuma n'a pas pu arrêter le président Omar el-Béchir en juin 2015, eh bien c'est parce que les Sud-Africains ont un processus de négociation, de résolution du conflit avec le Soudan du Sud qui est engagé depuis plusieurs années. Voilà donc le raisonnement derrière la décision. Le problème, c'est que l'opposition considère que les formes n'ont pas été mises. Une telle décision doit être ratifiée par le Parlement et l'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition, envisage donc d'attaquer en justice le gouvernement à la Cour constitutionnelle. Réponse de l'Assemblée nationale cet après-midi, nous suivrons les procédures. On s'attend donc, dans les mois qui suivent, à un débat et à un vote au Parlement. Ce nouveau rapport accablant des Nations Unies à l'encontre de la République démocratique du Congo, selon l'organisation, les forces de sécurité congolaises sont responsables de la plupart des violations des droits de l'homme commises lors des violences des 19 et 20 septembre à Kinshasa. Le bilan donné par les autorités serait également erroné. Il serait beaucoup plus lourd, selon l'ONU, qui dénonce le fait que le pouvoir a tout fait pour entraver son travail d'enquête. Laurent Berstécher. Après un mois d'enquête, les Nations Unies livrent leur version des faits. Selon un nouveau rapport, les violences commises entre le 19 et 21 septembre à Kinshasa seraient majoritairement imputables à la police congolaise. Le haut-commissaire a exprimé sa profonde inquiétude face au nombre grandissant de très sérieuses violations des droits de l'homme par les agents de sécurité ces derniers mois. Nous dénombrons au moins 422 personnes victimes d'abus des droits de l'homme. Sur les 53 morts recensés par l'ONU, 48 auraient été tués par les forces de sécurité.
Le rapport fait également état de 143 blessés et de près de 300 arrestations arbitraires, dont celle de 8 journalistes. Des agents étatiques auraient aussi fourni des armes et de l'argent à une centaine de jeunes pour qu'ils attaquent les manifestants. L'ONU dénonce enfin le manque de coopération des autorités congolaises lors de l'enquête et rappelle que ce bilan reste provisoire. À Kinshasa, certains habitants se sont dit encouragés par le rapport. Ils espèrent maintenant voir les violences s'estomper. J'applaudis, mais je suis aussi un peu inquiet. Les sanctions ne suffisent pas. Beaucoup de nos concitoyens sont encore toujours maltraités, toujours poursuivis, enlevés jour et nuit. Voilà mon inquiétude. Des affrontements meurtriers avaient éclaté lors de manifestations à Kinshasa le 19 et 20 septembre. L'opposition avait appelé à la mobilisation pour demander le départ du président Joseph Kabila à la fin de son deuxième mandat. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé avoir déjoué au début du mois une nouvelle tentative de coup d'État des militaires appartenant à l'ancienne garde rapprochée de l'ex-président Blaise Compaoré, projeté de renverser le 8 octobre dernier le pouvoir du président Kaboré. Il prévoyait d'attaquer la résidence présidentielle, des casernes et une prison à Ouagadougou. Au total, 42 personnes ont été entendues. Certaines sont toujours en garde à vue, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Je vous propose de l'écouter. Les objectifs de ce groupe d'environ 30 hommes, composé essentiellement de sous-officiers et de militaires de rang de l'ex-RSP, étaient, premièrement, attaquer la caserne, la gendarmerie à Ouagadougou. Deuxièmement, attaquer la maison d'arrêt et de correction des armées Maka pour libérer les détenus. Nous nous rendons maintenant au Mali, et plus précisément à Bamako, dans le quartier de Médina Koura. Les habitants luttent depuis des années pour que le dépôt d'ordures situé juste à côté d'une école soit déplacé. Odeur nauséabonde, problème de santé, la population est à bout et les autorités locales ne semblent pas s'en préoccuper. C'est un reportage de notre correspondant à Bamako, François Rioué. Chaque matin, c'est le même balai, incessant. Mais ces derniers jours, c'est sous l'œil de la police que les ordures rejoignent le dépôt de Médina Koura, un quartier de Bamako. En cause, un attentat sanitaire, disent les voisins. Plusieurs tonnes d'ordures, à un jet de pierre du marché voisin et de ses vendeurs de volailles, mais surtout sous les fenêtres d'une école primaire. On a écrit des lettres à tous les quartiers, tous les maires des quartiers qui viennent déverser leurs ordures ici, pour dire que maintenant, ça y est, le dépôt de Médina Koura, de transit de Médina Koura est saturé, on ne peut plus recevoir. On a dit à ces maires que leurs poubelles leur appartiennent et Médina Koura ne deviendra jamais la poubelle du district de Bamako. Ici étudient plus de 2300 élèves, dans des conditions sanitaires qui inquiètent la direction. Les odeurs dégagées, tout le monde sait que c'est des odeurs toxiques. Ça a des effets nuisibles sur les enfants. Pris à la gorge par la production des déchets dans une capitale en plein boom démographique, les services de la mairie avancent le manque d'impôts récoltés et de budget pour faire face à la crise. La stratégie prévoyait 30 dépôts de transit à Bamako. Aujourd'hui, on en a officiellement 12. Mais avec les dépôts anarchiques là, qui sont là, nous avons un total à peu près de 52. La stratégie qui vient d'être revue prévoit des dispositions à prendre par rapport à la structuration même du traitement des déchets à Bamako. Dans les 15 prochaines années, la population de Bamako doit tripler pour passer de 2,5 à 7,5 millions d'habitants. C'est aussi 3 fois plus de déchets à gérer pour la ville de Bamako. Trop pour les petits dépôts de transit comme celui de Médina Koura ou encore celui de Lafiabougou qui se trouve derrière moi. Et c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.